Je suis Bettina Frolich et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie-Antoinette qui s'appelle Culture Wine TV. Elle est également ambassadrice des vignobles en Bourgogne et j'ai donc l'immense plaisir de lui poser quelques questions assez connaisseurs. Alors bonjour, chère Marie-Antoinette. Comment ça va? Quel est le temps en Bourgogne aujourd'hui? Ah, malheureusement, le temps n'est pas propice pour la vigne et pour cette saison, c'est compliqué. Enfin, justement, le temps est trop propice à la végétation et rend les choses compliquées pour cette année 2021, vraiment. Aujourd'hui, c'est nuageux, il va encore pleuvoir, voilà, il pleut souvent, alors ça apporte, les vignons doivent faire face à des maladies comme le mildiou ou l'oïdium qui pointent leur nez et qui peuvent détruire la récolte. Il faut traiter souvent. Enfin voilà, c'est pas simple hein, cette année, pas simple. Alors, Marie-Antoinette, alors comment es-tu arrivée au vin et surtout au vin en Bourgogne? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Alors, déjà, j'ai grandi en Bourgogne, en Bourgogne du Sud, plus près de la région du Charolais-Brionnais, avec des parents qui étaient reconvertis du monde médical à la ferme, élevage de chèvres, vignes, veaux, vaches, cochons, dirons-nous. Et moi, j'ai fait mes études à l'université de Bourgogne. Je voulais faire de la communication et puis c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup d'écoles pour ça. C'était pas comme maintenant. Et j'ai atterri en fac de droit. On dit bien que le droit mène à tout. Voilà, j'ai fait un master en droit notarial et j'ai commencé à travailler dans la fonction publique territoriale où j'ai pris différents postes pendant une quinzaine d'années. Et puis j'avais toujours au fond de moi, plus les années passaient, comme je côtoyais via mes loisirs des vignerons, je me disais mais je suis passée à côté de quelque chose, j'aurais dû faire de l'œnologie, etc. Et puis un jour, pour un anniversaire, j'ai fait une cagnotte et j'ai fait une formation d'une petite semaine à l'école des vins à Beaune. Et à ce moment-là, ben, ça a été, je le dis, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ça a été vraiment oui, une pure révélation. Vraiment, voilà, c'était du jour au lendemain, je me suis plus sentie à ma place où j'étais et je suis retournée travailler le lundi en pleurant et en disant voilà, qu'est-ce que je peux faire pour changer tout ça? Et en 10 jours de temps, j'ai étudié. À cette époque-là, je vivais seule et donc j'avais on va dire, une rémunération très correcte. Et le fait de tout changer, c'était pas d'une grande simplicité. Mais en 10 jours de temps, je suis allée voir le directeur général et je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un diplôme universitaire, un DU, qui s'appelait à l'époque pratique de la dégustation par la connaissance des terroirs. Et puis j'ai commencé comme ça, en formant avec un DU, tout en continuant à travailler. Et puis voilà, j'ai creusé, creusé, creusé la question. Et puis donc je me suis formée en 2007-2008. Et puis mon premier poste dans le vin a commencé fin 2009, où là je me suis retrouvée acheteur en vin pour une petite société de collectionneurs, investisseurs, dont le siège était à Londres. Et là, ça a été une vraie révolution parce que j'avais un anglais qui était, comme tout bon français qui se respecte, un anglais pourri, qu'il fallait tout refaire. Voilà, ça n'a pas été forcément très simple à ce niveau-là,
Mais j'ai appris beaucoup et puis c'était une super expérience. Et c'est comme ça qu'a démarré ma carrière dans le monde du vin. Super. Alors, parlons un peu vin, justement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collectionneurs et d'amateurs de vin. Euh, alors, à savoir que toi, tu es dans la région de Bourgogne, dans Beaune et sa région, un peu plus élargie. Moi, je connais pas beaucoup de vins parce que effectivement, je suis pas spécialiste comme toi. Moi, j'ai goûté le Meursault, etc. Euh, c'est vraiment magnifique, etc. C'est des expériences. Alors, comme je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs et amateurs qui vont nous suivre aujourd'hui, euh, quel domaine au pluriel est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais nous suggérer donc des domaines à connaître mais qui sont un peu confidentiels que pas tout le monde connaît. Est-ce que tu peux nous donner peut-être trois? Alors ça, c'est une question, c'est vraiment une question de collectionneur et d'amateur. Parce que c'est très, c'est toujours très difficile. Il y a quand même plus de 3500 producteurs en Bourgogne, pratiquement 3800 sur toute la Bourgogne. Donc, pourquoi en choisir trois? C'est pas une question facile. Et forcément, on a toujours cette, on va dire, le côté c'est le côté collectionneur et l'amateur qui va être dans cette recherche-là. Et moi, je suis pas nécessairement dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que pour moi, il y a plein de choses à découvrir, vraiment beaucoup, beaucoup en Bourgogne. Il y a alors forcément, il y a les grands terroirs qui sont connus, il y a les producteurs des villages les plus connus, Gevrey-Chambertin, Vaune-Romanée, Meursault, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet. Voilà, quand on a Pommard, enfin voilà, tous ces grands noms qui sont connus des collectionneurs. Déjà le nom en lui-même de l'appellation, enfin ce sont des noms d'appellation, hein, des noms de villages. Et là, ça va attirer. Mais à côté de ça, il y a plein de choses qui sont magnifiques. On a par exemple les Pouilly Fuissé qui sont passés en premier cru, en appellation premier cru l'année dernière, qui ont des vins remarquables. Il y a des magnifiques premiers crus en côte chalonnaise. Voilà, on a aussi toute cette autre palette de vins et c'est vers ces vins-là qu'il faut aussi aller. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement envie de répondre à ta question. Alors, dans ce cas-là, je te repose une autre question. Alors, quel est pour toi, est-ce que toi, cette année ou l'année dernière, ou est-ce que tu as eu des coups de cœur que tu peux partager avec? Euh, oui, je suis un peu prise. Oui, je suis un peu prise de court sur cette question. Euh, oui, par exemple, il y a un climat. Alors, un climat, hein, j'entends un climat, c'est pas la notion de climate en anglais, c'est un climat, c'est le nom d'une parcelle ou d'un terroir. En Bourgogne, c'est les climats qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et un climat, c'est donc une parcelle déterminée, un lieu dit. Et il y a un climat que j'affectionne particulièrement, qui est le climat, les Champs Martins à Mercurey, qui est en côte chalonnaise, qui est pour moi, qui est classé en premier cru qui est classé en premier cru et le sera certainement pendant des décennies, mais qui pourrait être le grand cru de la côte chalonnaise, par exemple.
Et là, oui, je peux vraiment avoir des coups de cœur sur ce type de climat. Après, j'adore les Beaunes premiers crus. Par exemple, un Beaune premier cru, Claude Laféguine, euh, du domaine Jacques Prieur, pour les citer. Voilà, ce sont des climats qui ne sont pas forcément connus, qui sont accessibles euh, en termes en termes de prix, beaucoup plus accessibles que des grands crus de la Côte de Nuit, par exemple. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup justement du développement durable et effectivement du changement climatique qui est quand même un problème en général pour les vignobles. Comment vous, en Bourgogne, est-ce que vous avez des premières choses que vous avez senties ou qu'est-ce qui se passe en Bourgogne à l'heure actuelle par rapport au changement de climat? Est-ce que vous voyez des choses? Euh, Est-ce que ça va être un problème? Comment ça se passe? Alors, c'est assez compliqué de dire si on a un réel changement climatique parce si on regarde en arrière, alors forcément, là, sur les derniers millésimes qui sont 2020, 2019, 2018, 2017, bon, 2016, on a eu de la gelée, 2015, tout ce qui se passe depuis 2015, de 2015 à 2020, on va dire que c'est relativement des années assez faciles en termes de viticulture. Bien que il y a pu y avoir des orages de grêle à certains endroits, des gelées à d'autres, mais mis à part ça, ça donne des vins plutôt à profil un peu solaire, avec des maturités de raisins assez importantes et surtout des vendanges précoces. Or, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, notamment avec 2021, on a eu des gelées très très fortes au mois d'avril. Et là, on a un été, clairement un été un peu pourri. Et si on regarde 2001, n'était pas 2011, 2001, 1991, on a l'impression qu'en fait, ça se répète par cycle solaire de 10 à 11 années. Mais au milieu de tout ça, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a une avancée de la date de vendange. Depuis, bon, on a eu l'année 2003 qui a vu les vendanges commencer en août. Et ça a eu tendance à se répéter en tout cas ces 5 dernières années. Alors ça, c'est un premier constat. Et en amont pendant l'hiver, ce qu'on peut constater, c'est aussi un démarrage de la végétation très précoce. Fin février, début mars, on a souvent des très très belles journées, trop chaudes d'un seul coup. Et la végétation démarre. Et là, début avril, ouf, ce sont des gelées. Et on a connu gelée noire, gelée blanche, et alors cette année, la totale. Donc, avec plus de 18 jours, je crois que c'est plus de 18 jours de gelée, 12 à 18 jours de gelée dans le Chablisien cette année. Donc ça, ce sont des phénomènes qui ont tendance à se répéter. Et bien sûr, les anciens ont connu aussi des gelées de printemps très fortes, mais elles étaient exceptionnelles. Et là, on constate quand même depuis 3 4 ans que ces gelées de printemps, elles sont récurrentes, elles sont là tous les ans. Et ça inquiète un peu à ce niveau-là. Et puis pour les étés très chauds, bon bah, pas cette année, mais on peut se poser la question aussi de nos vignes sont-elles à même de faire face à des stress hydriques avec les cépages que l'on a actuellement, qui sont principalement chardonnay et pinot noir. Voilà. Donc, Oui, pardon.
On est un peu Oui, en c'est ça. décalage. On voit effectivement, on voit effectivement une évolution et il y a voilà, beaucoup de choses sont faites pour essayer d'étudier de comment continuer à cultiver ces cépages-là tout en faisant face à ce changement climatique. Donc, ce qui veut dire, peut-être, ça s'étudie à plusieurs points d'entrée qui sont comment on travaille le sol, qu'est-ce qu'on utilise comme porte-greffe, hein, puisque les vignes sont greffées sur un autre plant de vigne pour résister au phylloxéra. Et puis, ensuite, comment on conduit la vigne? C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à tailler la vigne comme on le faisait dans le temps? Voilà, ce sont des évolutions qui sont à l'étude par la profession. Alors une autre question par rapport à tout cela, comment ça se passe? Est-ce que, il y a certaines vignobles qui sont aujourd'hui certifiées, bio? Est-ce que, il y a dans ce sens-là, il y a une évolution ou est-ce que, comment ça se passe Oui, oui, dans ces territoires-là? il y a une vraie évolution. Je dirais que la Bourgogne pouvait, entre guillemets, se trouver un tout petit peu à la traîne il y a quelques années par rapport aux certifications bio, par rapport à des régions comme la Loire ou des régions qui sont moins, on va dire, moins phares en termes justement de recherche par les amateurs et les collectionneurs, et donc des gens qui ont voulu justement peut-être un peu se démarquer en faisant du bio. Et puis on se rend compte justement avec l'évolution, la nécessité d'être dans la protection de l'environnement, la sensibilisation et la sensibilité des consommateurs et des habitants par rapport à ça font que on sent bien que la viticulture est obligée est obligée et en plus a le souhait d'aller vers une viticulture plus propre parce qu'on sait très bien que la viticulture, la culture de la vigne nécessite l'utilisation de beaucoup de traitements. Alors il y a vraiment, alors on en est, je pense, je veux pas les chiffres restent à vérifier, mais je pense que maintenant, on est plus sur du 15 à 20% de domaines viticoles qui sont en bio ou conversion bio, hein, parce qu'il faut 3 ans pour convertir son domaine pour être certifié, qui sont passés en bio en Bourgogne à peu près, je pense, je suis sur une fourchette un peu large, 15 à 20, je pense pas trop me tromper, mais bon, même si on était à 13 ou 14, on est dans ces chiffres-là. Et puis, ça c'est une chose. Et on a aussi beaucoup de réflexions par rapport aux pratiques, par rapport à ça. Alors, je veux quand même préciser une chose, c'est que on a beaucoup d'habitants ou de néo-ruraux qui viennent s'installer Bon, en Bourgogne, c'est un peu plus compliqué de s'installer que dans d'autres régions, mais en tout cas, on a beaucoup de néo-ruraux qui viennent s'installer dans les villages viticoles et qui disent mais c'est pas possible, vous traitez. Alors, c'est dangereux, etc. Il faut vraiment expliquer une chose, et ça, je pense que ça va être un travail qui va être à faire de communication qui va être à faire pour les années à venir. C'est qu'on ne peut pas produire des fruits, quels qu'ils soient, des raisins. Ce type de production nécessite des traitements. Même en bio, il nécessite des traitements. Bio ne veut pas dire ne rien faire. On ne peut pas rien faire. Si on fait rien, on ne produit pas. Il va y avoir quelques raisins. Bon, on voit bien des vignes vierges quand on se balade. On voit bien des vignes vierges dans les haies, dans des champs, sauf une production viticole. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut bien préciser qu'il y a des traitements. Ils sont
en bio, alors ça peut être la pulvérisation de cuivre et de soufre ou de tisane ou de lait mélangé avec du soufre, etc. On est obligé pour éviter la contamination des principales maladies qui sont le mildiou et l'oïdium. Voilà, donc être en bio ne veut pas dire ne pas traiter. Je le précise parce que c'est souvent, C'est peut-être les gens ne le savent pas aussi. oui, les gens Et, ne le et, savent pas. et c'est bien d'éduquer, Oui, de comprendre, d'expliquer. Je oui. pense que. Bah, merci Parce en que tout cas. quand on voit un tracteur, bon, en tout cas dans notre région, ce sont des tracteurs enjambeurs, hein, ces petits tracteurs qui enjambent un ou deux rangs, qui sont hauts et qui ont un pulvérisateur. Eh bien, c'est pas parce qu'ils ont un pulvérisateur qu'ils sont en train de massacrer la nature avec des produits abominables ou du glyphosate ou autre chose. Voilà. Il y a, alors même pour ceux qui ne sont pas en bio, il y a une vraie réflexion de diminution des doses de produits intrants et qui doivent être euh, voilà, qui doivent être beaucoup plus mesurés. Alors, il y a un vrai travail de la profession. Ce n'est pas parfait, mais il y a un vrai travail. Bah, merci en tout cas pour cet éclairage parce que effectivement, la majorité des gens n'est pas familier avec ce genre de pratique. Alors, Marie-Antoinette, je viens maintenant sur ta chaîne YouTube qui s'appelle donc Culture Wine TV. Alors, j'ai vu que tu traites en fait sur cette chaîne-là donc le vin au fil des saisons, donc l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Alors, pour les spectateurs qui vont donc voir aujourd'hui notre conversation, est-ce que tu peux leur en dire un peu plus pour que justement ça peut les intéresser également de suivre ce que tu fais sur cette chaîne. Je précise donc Culture Wine en anglais TV. Eh bien, écoute, sur cette chaîne, quand j'ai démarré cette chaîne, c'était pour, je dirais que les vidéos autour du monde viticole n'étaient pas, il n'y en avait pas énormément. Alors maintenant, forcément, avec le boom de la vidéo, on en trouve beaucoup plus. Mais l'idée, c'était vraiment d'interviewer les gens du vin, ceux qui travaillent, alors principalement les vignerons, mais il y a aussi tout un tas de professions autour du vigneron qui, qui sont un peu dans l'ombre, des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou l'habitude d'entendre. Et puis, il y a ceux aussi qui ont l'habitude de voir et l'habitude d'entendre. Mais voilà, le monde du vin, c'est ça, c'est plein de gens qui sont autour de cette profession. Alors, je peux interviewer un vigneron qui nous explique un peu ce qu'il fait dans ses vignes à telle partie de l'année. Mais je peux aussi de temps à autre faire des interviews de personnalités diverses. Par exemple, Michel Desbéthanes, le dégustateur avec qui j'ai collaboré pendant quelques années. Des personnages un peu comme ça du monde du vin. Ou Bruno Quenu qui est caviste à Paris, qui n'est pas du tout dans la viticulture en elle-même, mais qui a des points de vue intéressants sur le vin. Ça a une perception un peu différente, un peu plus intellectuelle ou spirituelle plutôt. Voilà, j'essaie d'apporter des éclairages au travers de personnages que j'interviewe. Et là, ça fait 3 semaines que j'ai interviewé, même un mois presque. Le temps passe trop vite, j'arrive pas à la publier. Là, je vais publier un petit reportage sur un laboureur à cheval qui s'est reconverti pour faire ce métier-là. Voilà, j'essaie de mettre en lumière des personnages du monde du vin.
Merci en tout cas, Marie-Antoinette, pour cet échange aujourd'hui. Je pense que nos spectateurs ont adoré et je vous invite donc, comme je vous ai déjà dit, d'aller sur Culture Wine TV pour découvrir beaucoup plus que ce que fait Marie-Antoinette et de suivre ses activités autour d'une passion, peut-être de votre collection aussi. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.